Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue ce soir dans ce live numéro 51 qui touche un sujet et qui explore un domaine d'actualité à 100%, un domaine, pourrais-je dire, carrément brûlant, puisqu'il s'agit des peurs. Peur de ne pas être ce que l'on voudrait être, ou du moins ces peurs qui nous paralysent, ces peurs qui nous empêchent de faire ce que l'on voudrait faire, qui nous empêchent d'être ce que l'on voudrait être, ces peurs qui nous privent finalement de nos rêves et qui paralysent, on dira, selon l'OMS, plus de 2 tiers des Français. Alors que ce soit la peur de l'abandon, la peur de ne pas être celui qu'on voudrait être, la peur de sembler être un imposteur, la peur de ne pas gagner d'argent, la peur de faire des mauvais choix, la peur de l'avenir, la peur de ne plus avoir son ou sa partenaire, la peur de ne pas trouver de partenaire, la peur de finir seul ou seul, la peur d'avoir peur et en ce moment la peur du méchant virus qui malgré ses grandes dents et son variant Delta tue tellement peu de personnes mais suffit à notre gouvernement pour agiter un drapeau rouge. Comment reprendre en main sa vie en se libérant de ses peurs, en arrivant à les dissoudre? C'est ce que nous avons le je dirais, c'est ce que nous allons, plutôt, c'est ce que nous allons faire ce soir, c'est ce que nous allons explorer. Comment se libérer de ces craintes, de ces angoisses, de ces terreurs, de ces peurs, pour reprendre en main sa vie et la vivre sereinement. Et ça, eh bien, c'est pour vous en exclusivité tout de suite après le générique. Voilà, c'est difficile de parler aujourd'hui. Je n'ai pas assez parlé encore, il faut que je m'échauffe, donc ça sera le début du live. Je vous remercie à toutes et à tous d'être présentes, d'être présents et de me laisser autant de commentaires et de messages sympas. Ça me fait toujours plaisir de voir que ce qui est partagé est approprié et ensuite que vous vous l'appropriez pour l'utiliser et en faire quelque chose qui vous aide et qui vous apporte des éléments dans votre vie. Comme toujours, je répéterai 1001 fois que je ne suis pas là pour vous dire quoi faire et personne n'a le droit de vous dire quoi faire, mais je suis là pour vous aider à trouver de nouvelles méthodes et de nouveaux moyens pour savoir comment faire. Et ça, on va travailler là-dessus un petit peu plus aujourd'hui. Alors, en guide de préambule, du moins non pas en guide, mais en préambule, carrément, en préambule. On va toujours laisser passer un petit peu de temps pour ne pas commencer le live tout de suite. Je vous rappelle donc que la prochaine reliance, qui se déroulera le 1er août, est encore accessible gratuitement à tous ceux qui s'inscrivent sur la page non pas formation, j'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui, heureusement qu'il y a un petit échauffement. Donc là, l'accès à la reliance est libre pour tous ceux qui s'inscrivent gratuitement sur le groupe Pascal de Clermont, sur la page Facebook de Pascal de Clermont et non pas sur la page Formation Mentaliste, parce que là vous ne trouverez pas le groupe. Voilà, vous connaissez la reliance, cette méditation de groupe, méditation énergétique, de groupe en hyperconscience multidimensionnelle. Pas la peine que je vous la présente de nouveau. Voilà, ça c'était pour les news. Il y aura des lives, effectivement, à nouveau cet été. On rentre dans une période où il fait extrêmement chaud, donc je profite dès maintenant pour toujours pareil, vous rappeler de mettre de l'eau sur vos balcons pour les insectes et les oiseaux. Pour les insectes, vous mettez un petit caillou au centre de la gamelle de manière à ce qu'ils puissent se poser. On peut mettre un petit peu de miel aussi et en mettre bien évidemment tous les jours fraîche dans plusieurs points de votre jardin. Il y a plein de petits animaux, des chats, des hérissons, ces fameux petits hérissons que j'aime tant, et plein de petits animaux autres, des petites souris, des mulots, des musaraignes, et plein de petits animaux sympathiques qui ont besoin de boire autant que vous et que moi. Imaginez si on vous laissait 3-4 jours sans boire, dans quel état vous seriez. C'est pourtant ce qui arrive à ces petites bêtes. Voilà, je sais, vous n'êtes pas là pour entendre parler de ça, vous êtes là pour entendre parler des peurs, mais il demeure quand même qu'il y a des messages importants à passer et ça en fait partie. Donc, de l'eau, de l'eau, de l'eau dans vos jardins, changez tous les jours et veillez tout le temps que ça soit rempli. Du coup, nous allons donc pouvoir aborder le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'exploration des peurs. Et pour cela, j'ai aujourd'hui effectivement beaucoup de notes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je ne garantis pas que tout sera fait en un live, mais je n'en sais rien.
Si je peux tout caser en un live, je le case en un live. Si je dois faire de live, je ferai de live en veillant à ce qu'il ne soit pas trop long comme à l'habitude. Enfin, pour moi, pas trop long, ça veut dire qu'il ne dépasse pas 2 heures. Mais vous pouvez le voir en replay et en plusieurs morceaux. Voilà. Alors, suite à la demande, effectivement, de plusieurs personnes qui ont suivi la reliance, dans cette reliance, j'ai promis que vous aurez une surprise cette semaine. Alors, je vais essayer de vous la mettre en ligne avant dimanche, mais ce sera peut-être en début de semaine prochaine, tout simplement parce qu'une partie du tournage que l'on a fait, eh bien, n'était pas du tout valable. Il a fallu le refaire, ce qu'on appelle les lancements et les explications. Alors, on a une partie du tournage qui est faite et une partie du tournage qui n'est pas utilisable, donc elle a été refaite, ce qui fait que le montage prend un peu plus de temps. Mais si je peux, je vous la mettrai en ligne. C'est une surprise, vous verrez de quoi on parle. Ça vous surprendra. Ça sera probablement ce week-end ou alors en tout début de semaine. Voilà, juste le temps que je fasse la fin du montage. Voilà. Bien évidemment, la première des choses que je vais faire, c'est vérifier que le son fonctionne et que l'image est bonne. Apparemment, c'est bon. Donc, pour que nous soyons tranquilles, j'ai tout passé en mode avion. Revenons donc sur les peurs. Les peurs, ces peurs qui effectivement semblent paralyser, selon une récente étude de l'OMS, plus de 2 tiers des Français, tout en sachant que plus d'un tiers éprouve, subit des phobies, qu'elles soient de petite ou de grande envergure. Du coup, se débarrasser de ses peurs, prendre en main ses peurs, c'est un bien grand thème finalement, mais quand on cherche un peu dans toute la littérature, dans toutes les méthodes, on voit qu'il y a vraiment un gros bazar. Un gros bazar, pourquoi? Parce que tout simplement, le mot peur est souvent mal utilisé. Et la première des choses que l'on va devoir faire si on veut commencer à parler des peurs, les explorer, les comprendre pour que l'on puisse s'en libérer, c'est bien justement de différencier différents types de peurs. Parce que effectivement, on peut les scinder en 3 ou 4 catégories extrêmement facilement compréhensibles. Et vous verrez que ce mot peur est souvent utilisé comme un barbarisme finalement, et que très souvent ce que l'on appelle peur n'est pas de la peur, c'est autre chose. D'abord, la première des étapes, la plus puissante, je dirais la plus paralysante des peurs, mais ce n'est pas une peur, n'est pas une émotion. C'est une réaction automatique. C'est ce qu'on va appeler la terreur. Cette terreur n'est pas une peur. Cette terreur est une réaction automatique d'une partie de votre cerveau qu'on va appeler le cerveau reptilien, c'est-à-dire votre cerveau primaire. Celui qui n'est pas dans le choix, mais dans la réaction. On va le trouver, vous imaginez que les yeux sont de ce côté, on va le trouver dans ces zones-là à peu près. Ici, c'est là le cerveau reptilien. On en a déjà parlé plus d'une fois. Donc voilà vos parties de cerveau reptilien. C'est des parties, bon, ça sera peut-être ça pour la cover. Alors, je fais toujours les covers au début, comme ça j'ai l'air à peu près frais, parce qu'après 2 heures de live, j'ai l'air moins frais. Voilà. Donc cette partie reptilienne, là, elle va régir des fonctions automatiques chez vous. Elle va régir la faim, elle va régir la respiration, elle va régir votre pression sanguine, elle va régir vos battements cardiaques. C'est donc une partie du cerveau qui régit tout un ensemble de fonctions totalement automatiques. Ça marche comme un bouton pression. Vous imaginez un bouton, un interrupteur de lumière chez vous. Il ne choisit pas finalement si vous appuyez dessus avec la bonne force, que vous soyez de bonne ou de mauvaise humeur, triste ou pas triste, heureux ou pas heureux, quelles que soient vos émotions, si vous appuyez avec la bonne force sur l'interrupteur, ça s'allume. Si vous appuyez pas avec la bonne force, ça reste éteint. Ou l'inverse, si c'est allumé, ça s'éteint. Enfin, vous m'avez compris. En quelque sorte, il n'y a pas la notion de choix, il y a la notion simplement de seuil. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain seuil, sans qu'il y ait la notion de choix, simplement un seuil physique ou physiologique, la réaction se déclenche. Et bien dans ça, on va aussi classer les peurs terreurs, c'est-à-dire par exemple les phobies.
La phobie n'est pas une émotion, puisque vous pouvez la raisonner, vous pouvez essayer de travailler sur vos émotions. Ça ne changera rien. Si vous avez peur de monter en avion, vous avez peur de monter en avion. Si vous avez peur des canards, vous avez peur des canards. Oui, ça existe, la phobie des canards. Si vous avez peur des araignées, vous avez peur des araignées. Aussi petite qu'elle soit, même une araignée de 1 millimètre et demi, qui, c'est certain, ne va pas vous sauter à la gorge pour vous piquer d'un venin tellement mortel que vous en mourriez plus vite qu'avec le Covid. Eh bien non, malgré tout, vous serez sur une chaise en voyant cette araignée parce que vous êtes dans la terreur. Ça n'est pas une peur, c'est une terreur dans laquelle on va rentrer les phobies. C'est la partie reptilienne de votre cerveau. La deuxième partie de votre cerveau qui est, elle, la partie limbique, donc cette partie plus récente au niveau du développement cérébral, toujours les yeux de ce côté, hein, ici, qui sont les limbes, hein, globalement, là, vous le voyez, hein, comme je ne vois pas trop ce que je fais, je vérifie, voilà, c'est globalement ici, hein, voilà. Cette partie-là va être la partie des choix, du oui, du non, du désir ou de la peur. C'est une partie qui va aller chercher ce qui lui fait du bien et s'éloigner de ce qui lui fait du mal. C'est la partie du choix. Et c'est donc la partie, bien évidemment, des émotions. Et là, on rentre dans la véritable notion de peur, c'est-à-dire une espèce d'anticipation, une anticipation des conséquences de quelque chose que vous voyez, que vous entendez, que vous vivez, hein, et que vous allez représenter mentalement comme quelque chose de dangereux, de désagréable, de mortel. Sachant que la partie limbique est toujours reliée à votre passé, c'est-à-dire c'est une partie du cerveau qui se base beaucoup sur la mémoire et le passé, eh bien, votre cerveau, vos parties inconscientes vont aller puiser dans des expériences passées, qu'elles soient vécues ou vues dans des films ou génétiquement programmées, hein, des mémoires ancestrales, pour faire remonter une anticipation catastrophiste qui vous amènera face à un événement, à cette sensation de peur. Donc la véritable peur, l'émotion peur, elle ne se situe qu'au niveau du limbique, puisque le reptilien, lui, ne peut pas avoir de peur, puisque la peur est toujours une anticipation. Le limbique, lui, travaille au présent, pardon, le reptilien, lui, travaille au présent. Le premier que l'on a vu, qui était celui de la terreur et des phobies, hein, ici. Voilà, lui, c'est le présent, alors que le limbique, c'est le passé. Et ce passé, cette expérience passée, va vous permettre de tricoter face à un événement, une situation, quelque chose qu'on vous dit, que vous voyez, enfin un stimuli sensoriel, direct ou indirect, va vous tricoter une espèce d'anticipation, de douleur, de perte, enfin quelque chose de désagréable. Et ça va amener la peur. Voilà, ça c'est la deuxième sorte, la deuxième boîte qui va contenir le mot peur. Ensuite, bien évidemment, puisqu'on a vu le reptilien, on a vu le limbique, on va aussi voir le néocortical, c'est-à-dire la partie supérieure, la plus récente, puisqu'elle a juste 45 millions d'années, celle-ci 65 et celle-là 450 millions d'années. Voilà. Donc 450 millions d'années, 65, 45, 40 millions. Non, voilà. C'est 40 millions d'années. C'est pas énorme. Voilà. L'évolution du néocortex. Du coup, on va travailler aussi sur la partie avant, qui est, puisque les yeux sont là, le frontal et le préfrontal. C'est surtout eux qui vont jouer au niveau de cette peur. Mais ce n'est pas une vraie peur, parce que la peur est une émotion. Or, le néocortex n'a pas à proprement parler d'émotion. Il a plutôt des anticipations, lui aussi, parce que si cette partie c'est le présent, ici le futur dans le limbique, pardon, le passé dans le limbique, ici on est dans le futur. C'est un cerveau de futurisation, surtout la partie avant, hein, frontale, préfrontale, d'anticipation, de futurisation. Et là, on va non pas avoir des peurs, mais on va avoir plutôt des craintes, des doutes, peut-être des angoisses, mais pas des angoisses physiologiques, plutôt des angoisses mentales. C'est pour ça qu'on parlera plutôt de crainte et non pas de peur. La crainte étant vraiment une anticipation construite, alors que la peur est une émotion et la terreur une réaction automatique. Déjà, c'est intéressant d'avoir ces trois boîtes-là. Il en existe une quatrième, bien évidemment, qui est la peur volontaire que vous vous infligez.
Cette peur volontaire, pourquoi est-ce qu'on se l'infligerait? On n'est pas forcément sadomasochiste, mais ceux qui font, qui montent sur des montagnes russes, ceux qui ont besoin de sport extrême, parce que cette peur va monter des niveaux d'adrénaline, monter des niveaux de cortisol et même aussi de dopamine que certaines personnes vont trouver particulièrement excitant, particulièrement agréable. Hein. Et ça, c'est la quatrième sorte de peur, la peur volontaire, qui est juste là pour finalement déclencher en vous des hormones qui vont vous faire triper. C'est une manière de s'auto-droguer. Après tout, il n'y a pas de mal à se faire du bien quand c'est naturel. Voilà. Donc, très clairement, on vient de poser quatre types de peur. À savoir que la peur émotionnelle, elle va comprendre, donc la peur limbique, l'émotion peur, elle va comprendre plusieurs types de peur. Elle va avoir les peurs que l'on peut s'auto-créer complètement par des mentalisations, un petit peu de la partie néocorticale du dessus, mais surtout par une partie émotionnelle. On va s'auto-créer cette peur, mais ce n'est pas la majeure partie. Aujourd'hui, on constate surtout une peur induite, une peur factice qu'on va utiliser sur vous. Hein, le système social, actuellement les gouvernements de beaucoup de pays travaillent avec la peur, c'est-à-dire qu'on va amener les gens à avoir peur pour mieux les dominer, pour mieux les contrôler, pour mieux les gouverner, tout simplement parce qu'en orientant leur peur, en orientant leur anticipation, eh ben, on peut orienter et amener toutes ces personnes à avoir les comportements voulus. Mais ça, on va en reparler dans quelques minutes. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de notes à avoir, donc je vérifie. Voilà. Donc, il est aussi, j'avais aussi noté de vous définir la phobie, donc cette peur irrationnelle, cette terreur du reptilien. C'est une espèce de panique finalement qui se porte sur une personne, un acte ou un objet et qui est totalement irrationnel, irraisonnable. On a beau vous dire que l'araignée est minuscule, que le canard ne va pas vous sauter à la gorge, qu'il y a très très peu de chances que l'avion n'atterrisse pas ou ne décolle pas. Malgré tout, vous êtes envahi de cette panique, votre cerveau rationnel ne peut rien y faire, même votre émotionnel, si vous faites un travail sur vos émotions, ne peut rien y faire parce que c'est une véritable peur, panique, une terreur. Et ça peut aller jusqu'à devenir obsessionnel et troubler même chaque geste du quotidien. Alors c'est sûr que celui qui a peur des canards ne va pas en croiser tous les jours. Mais les phobies, par définition, sont des choses extrêmement handicapantes qu'il est assez difficile de travailler avec des méthodes classiques. Il faut vraiment travailler ça avec des méthodes de déconditionnement reptilien, de neuro déconditionnement, en quelque sorte. On est vraiment en neuro, là. On n'est plus dans l'émotionnel, on est dans le neurotravail, la neurothérapie, un travail sur le reptilien. Comme le neuromarketing, c'est utiliser des réactions automatiques que vous avez d'attirance ou de terreur, de colère ou de terreur, pour vous vendre des choses. Voilà. Du coup, il y a, comme je vous ai dit, une peur qui va être la peur sur laquelle on va beaucoup travailler, qui est la peur émotionnelle. Parce que la peur émotionnelle, finalement, ça fait partie des quatre émotions de base, hein, qui sont la peur, la tristesse, la joie et la colère. Ce sont les quatre émotions de base. La surprise, le doute, le mépris, par exemple, seront d'autres émotions, on dira, secondaires, moins universellement reconnues. Mais les quatre émotions les plus reconnues chez l'individu et beaucoup aussi chez l'animal sont la peur, la colère, la joie et la tristesse. Voilà. Donc, la peur en fait partie. C'est une réaction, je dirais, normale. Ce qui nous amène à rajouter une différenciation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait les peurs auto-créées, hein, en quelque sorte, que l'on se fabrique soi-même, qui sont très souvent le fruit de peurs factices que l'on nous induit dans le but de nous influencer, dans le but de nous contrôler. Mais il faut aussi rajouter à ça une autre peur, qui est la peur naturelle. Cette peur qui finalement est un signal d'alarme
que l'on a hérité des primates, qui l'ont hérité des animaux en dessous, c'est-à-dire quelque chose qui est dangereux et qui va amener des réactions émotionnelles fortes, parce que dans notre mémoire génétique, nos mémoires ancestrales, on sait que c'est dangereux, on sait que c'est néfaste, qui va amener une peur de bon aloi qui est parfois celle qui sauvera votre vie, parce que vous savez que vous ne serez pas forcément dans la maîtrise absolue de la situation, au vu justement de vos capacités, de vos compétences, de votre force, de votre état physique, etc. etc. Des fois, avoir peur de ce qui est dangereux, ça fait du bien parce que ça nous évite de courir les dangers et donc d'avoir des accidents. Donc n'oublions pas cette peur, d'autant plus que ça souligne quand même, cette peur naturelle, l'importance de la notion de peur comme un comportement de protection. Mais globalement, ce n'est pas de celle-là dont on va parler ce soir. Ce n'est pas celle-là sur lesquelles nous allons travailler. C'est plutôt sur ces peurs émotionnelles qui nous paralysent, qui, comme je vous l'ai dit, nous empêchent d'être celui qu'on voudrait ou celle qu'on voudrait être, qui nous empêchent de faire ce que l'on voudrait faire et finalement qui nous privent de nos rêves. Ces peurs-là, on va les analyser et on va surtout voir comment travailler dessus, je dirais, dans les minutes qui arrivent, ce qui amène à un live particulièrement exceptionnel, puisque j'ai commencé que depuis à peu près un petit quart d'heure, et j'en suis déjà à comment se débarrasser de ces peurs. Donc effectivement, ça va être un live extrêmement pratique, puisqu'on va voir comment vous en libérer, je dirais, dès maintenant. Donc, la première des notions est bien de comprendre que l'idée n'est pas de se libérer uniquement de ses peurs, du moins pas de s'en débarrasser. Donc, on ne va pas chercher à se débarrasser de ses peurs, parce que comme je vous ai dit, ces peurs peuvent être nécessaires et salvatrices. On va plutôt se libérer de l'impact qu'elles ont sur nous. En quelque sorte, on peut conserver des peurs, mais on va essayer de travailler à la capacité qu'elles ne soient pas paralysantes, mais plutôt qu'elles deviennent stimulantes pour qu'elles nous permettent d'aller de l'avant tout en restant prudents et circonspects. Donc l'idée de base est de ne pas croire qu'on va faire disparaître ces peurs pour devenir un casse-cou absolu de tout, mais plutôt qu'on va apprendre à vivre avec, on va apprendre à les utiliser comme une ressource aidante et non pas un handicap paralysant. Et la première des choses sur lesquelles vous allez travailler va être de commencer par identifier vos peurs. Alors comment est-ce qu'on identifie ces peurs? Là est la question. Et pour cela, il faudra que vous preniez tout bêtement trois, je dirais, grandes feuilles de papier. Et sur la première feuille de papier, vous allez marquer, vous pouvez d'ailleurs le noter, là, comme ça vous n'aurez pas à revoir forcément en replay. La première des feuilles, vous allez l'utiliser pour chercher quelles sont vos principales peurs. Alors, on peut en chercher 3, on peut en chercher 5. L'idée est de noter quelles sont au moins vos 3 plus grandes peurs. C'est un document qui reste personnel, vous n'êtes pas obligé de le montrer à qui que ce soit. Donc, vous pouvez être franche et franc dans ce que vous notez. Et voilà, quelles sont vos 3 plus grandes peurs ou quelles sont vos 5 plus grandes peurs? Alors, ça peut sembler extrêmement simple là, comme ça, mais croyez-moi, c'est un exercice qui peut facilement vous prendre plusieurs jours parce que vous allez vous rendre compte que souvent derrière une peur se cache une peur plus profonde, se cache une peur encore plus profonde et se cache une peur encore plus profonde. Et très souvent, on en arrive à des peurs identitaires. Quand on creuse, on creuse, on creuse. Mais déjà, première étape, ça va être pour vous, sur cette feuille numéro 1, d'inscrire au moins vos 3 plus grandes peurs. Et si vous avez assez de place, d'inscrire vos 5 plus grandes peurs. Voilà, ça c'est sur la première feuille. Parce que si on veut travailler sur l'ennemi, il faut d'abord l'étudier et il faut quelque part le comprendre pour que ça ne soit plus un ennemi, mais que ça soit un allié. Ça soit un allié. Voilà, pas ça soit un allié. Que ça soit un allié. Et ça va être un énorme changement quand ces peurs vont devenir pour vous des états ressources et non plus des handicaps. Voilà. Sur la deuxième feuille, parce que je vous ai dit qu'il y en avait 3, on va faire un petit exercice en prenant
une, deux ou trois des choses, un, deux ou trois des projets importants dans votre vie que vous n'avez pas pu ou pas su réaliser jusqu'à présent. Voilà, vous allez les noter en haut, au milieu et en haut, au premier tiers, au deuxième tiers, pour laisser du texte dessous possible. Donc, un, deux ou trois projets que vous n'avez pas pu, que vous n'avez pas su réaliser alors qu'ils vous tenaient vraiment à cœur. Et dessous, vous allez faire un exercice assez intéressant qui est de vous poser la question, qu'est-ce que le fait de ne pas réussir, c'est bien ce que je dis, qu'est-ce que le fait de ne pas réussir ce projet m'apporte comme bénéfice? Oui, oui, c'est bien ça. Quels sont les bénéfices de l'échec, en quelque sorte? Et aussi, vous allez bien entendu, en même temps, explorer qu'est-ce que réussir ce projet m'aurait coûté, c'est-à-dire quels sont les coûts finalement de la réussite de cet échec. Plus ou moins, quels sont les coûts, oui, de la réussite de ce projet, pas de cet échec, bien évidemment. Donc là, c'est toujours un petit peu complexe, donc vous allez explorer chacun de ces trois projets en vous demandant qu'est-ce que ça vous aurait coûté si vous aviez réussi ce projet, qu'est-ce que ça vous aurait coûté finalement, qu'est-ce que vous auriez perdu, et simultanément, qu'est-ce que vous gagnez à ne pas le réussir, qu'est-ce que vous gagnez à échouer. Et ça, c'est déjà un peu plus complexe, mais ça va probablement vous permettre de révéler tout un ensemble de peurs profondes et inconscientes que vous n'avez peut-être même pas encore mises à jour. Du coup, prenez le temps. Vous avez une semaine à peu près pour faire cet exercice-là. Vous le faites en parallèle avec la feuille numéro 1 et la feuille numéro 3 qu'on va découvrir ensemble dans quelques secondes, bien évidemment. Et troisième feuille, ça sera peut-être un petit peu plus simple, 2-3 jours devraient vous suffire. Sur cette troisième feuille, vous allez imaginer la chose suivante. Vous sortez d'un examen médical, je sais que ce n'est pas forcément agréable à imaginer, et on vient de vous dire qu'il vous reste jour pour jour 1 an à vivre. Alors pourquoi c'est jour pour jour? C'est comme ça, c'est le cadre de l'exercice. Il vous reste 1 an à vivre, pas un jour de plus. Qu'est-ce que vous regretteriez de ne pas avoir fait à ce moment-là? Et qu'est-ce que vous vous mettriez à faire pour ne pas regretter 1 an plus tard, au moment de votre disparition de cet univers matière, votre changement d'état, qu'est-ce que vous regretteriez? Donc vous auriez 1 an pour faire finalement tout ce que vous auriez aimé faire et que vous regretteriez de ne pas avoir fait au moment de votre changement d'état, que les vulgus et les molgus vont appeler la mort. Je précise quand même. Voilà. Ça vous fait, ça vous avez pour 2-3 jours à travailler là-dessus. Donc ça vous fait globalement 3 feuilles qui vont servir à quoi? 3 feuilles qui vont vous aider à cerner, du moins déjà à identifier vos peurs. Et ça va nous être extrêmement précieux dans quelques minutes. Je vais vous donner la liste encore des choses à faire pour travailler sur vos peurs. Mais cet exercice d'identification va être absolument primordial. Donc prenez le temps de bien le faire. Il fait extrêmement chaud ici dans le studio. Voilà. Donc une fois que vous avez fait cet exercice, ou même en même temps, il va être pour vous primordial d'avoir tout un ensemble de prises de conscience, parce que si vous voulez transformer ce qui aujourd'hui demeure des peurs en état de ressources, si vous voulez transformer ce qui vous paralyse en quelque chose qui vous porte, il va falloir principalement changer votre regard sur ces peurs. Alors, il va falloir changer votre maîtrise, il va falloir changer votre maîtrise sur ces peurs, mais il va aussi falloir changer votre regard. Et pour changer ce regard, on va utiliser tout un ensemble d'exercices. Vous verrez d'abord que pour travailler sur les peurs, on travaille souvent par anticipation, parce que finalement, à partir du moment où la peur est une émotion, globalement, quand vous y êtes confronté, paralysé dans une situation face à un chien, face à un canard, face à un méchant virus,
finalement, calmer votre émotion en respirant ventral, en vous relaxant, ça suffira sur le moment pour faire disparaître cette peur. Que ce soit du trac, que ce soit... mais ce n'est pas vraiment là le problème de la peur. C'est quand vous l'avez alors que vous n'êtes pas confronté au stimuli. C'est-à-dire, non pas quand vous êtes face au chien, mais quand vous vous dites, là, je vais aller chez tel copain, à son portail, il y a un chien, et déjà, vous avez peur, parce que vous avez peur de chien. Là, c'est vraiment une peur par anticipation. Donc, comme la peur est toujours reliée, la peur émotionnelle est toujours reliée à une anticipation, c'est-à-dire, finalement, à l'anticipation de quelque chose qui va se passer, et qui va vous faire du mal, qui va vous déplaire, qui va vous coûter, qui va vous tuer. Eh bien, on est obligé de travailler sur la peur aussi en anticipation. Donc, vous vous rappellerez, bien évidemment, je ne vais pas vous citer les contrôles d'émotions que vous pouvez avoir sur le moment, mais ce n'est pas là le plus intéressant pour travailler sur vos peurs. Puisque là, c'est que si vous en êtes là, à devoir travailler sur votre émotion sur le moment, c'est que vous n'avez pas encore assez travaillé en amont sur ces peurs. Normalement, vous ne devriez pas avoir à les gérer émotionnellement si vous avez suffisamment travaillé sur vos peurs. Et la première des étapes, va être, la première des astuces, la première des techniques, va être de bien comprendre que la peur, à la base, est un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel qui, comme je vous ai dit, est une alarme. Une alarme par rapport à des véritables dangers. Le problème, c'est que cette peur, elle a souvent été dévoyée. Vous en êtes auto-créé et surtout, on a instauré depuis des siècles, beaucoup en ce moment par exemple, des climats de peur pour manipuler, gouverner, obliger et induire des comportements. Je vous dis, on est exactement dans cet exemple en ce moment-là par rapport au climat pseudo-sanitaire avec lequel on essaye de nous maintenir. Voilà. Je vous dis, on y reviendra peut-être tout à l'heure là-dessus. En tous les cas, comprendre que votre peur peut être normale face à un vrai danger, mais que une peur auto-créée ou alors une peur induite est en réalité un dysfonctionnement de cet état normal, de cette émotion normale d'alarme. Voilà. C'est important de regarder votre peur en comprenant qu'elle est là pour vous faire du bien et vous éviter de faire des faux pas et de vous mettre en situation de danger. Mais ça, c'est lorsqu'elle n'a pas été manipulée par vous-même ou par d'autres pour amener à des dysfonctionnements. Du coup, ça va nous amener finalement à revenir en deuxième point sur l'identification que vous avez fait de votre peur. À partir du moment où vous l'avez identifié par l'exercice précédent des 3 feuilles, hein, que l'on a vu il y a quelques minutes, il va être relativement facile pour vous de savoir dans quelle boîte vous la mettez. D'abord, s'agit-il d'une peur reptilienne, une terreur reptilienne? S'agit-il d'une vraie peur émotionnelle limbique ou s'agit-il plutôt d'une crainte et d'une confusion liées aux parties néocorticales, donc supérieures du cerveau? Hein, je vous rappelle, à nouveau, hein, la terreur, ici phobique, ici la peur émotionnelle, ici la crainte et la confusion, surtout là, d'ailleurs avec toujours les yeux de ce côté. Donc, une fois que vous avez compris à quel registre appartient ce que vous vivez, cette manifestation, terreur, peur ou crainte, confusion, eh bien, vous pouvez la travailler différemment. Ensuite, vous pouvez aussi vous poser la question, est-ce une peur de danger, parce que je suis face à un danger ou une véritable situation de danger que je peux constater avec mes yeux et mes sens, ou est-ce plutôt une anticipation vraiment que je fais et une anticipation handicapante et paralysante parce que c'est une anticipation extrêmement pessimiste? Ou alors, est-ce que je suis face à quelque chose qui m'a été induit et qui m'amène à anticiper de manière particulièrement pessimiste? Ça va être les 2 questions que vous allez vous poser. Manifestation reptilienne, limbique ou manifestation néocorticale, préfrontale.
Et simultanément, est-ce face à un danger imminent que j'ai devant moi, là, il se dresse devant moi un grizzly de 2,80 m et je sais qu'avec son coup de patte, il peut envoyer ma tête hors de mon corps à plus de 25 mètres. Là, oui, j'ai de quoi avoir les chocottes, parce que si je ne suis pas sympa avec le grizzly, je n'aurai pas l'occasion de le raconter. Voilà. Mais que l'on vous dise que si vous ne faites pas ceci ou que vous ne faites pas cela, vous aurez un avertissement, vous serez viré, ça, ce n'est pas face à un danger imminent. C'est vraiment une anticipation pessimiste. Et quelle est la différence entre le danger imminent et l'anticipation pessimiste? C'est que dans le danger imminent, vous devez être vraiment dans la proaction immédiate, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de chances d'évaluer toutes les possibilités. Vous allez devoir avoir une réaction presque reptilienne, instinctive, qui va ou pas vous sauver votre peau. Voilà. Par contre, face à une peur ou une terreur anticipée, qu'elle soit induite ou qu'elle soit auto-créée par vous, vous n'êtes pas face à un danger imminent, ça vous laisse tout un espace de temps pour basculer ça sur la raison, raisonner, devenir plus rationnel et imaginer les conséquences hors de l'émotion et imaginer les moyens d'éviter les conséquences que vous craignez. Et on voit donc là qu'on n'est plus du tout dans la peur émotionnelle non rationnelle, mais qu'on va passer d'une peur émotionnelle à sa rationalisation, parce que finalement ce danger n'est pas immédiat, et vous pouvez profiter du temps que vous avez entre le moment où vous avez cette peur et le moment où ça va vraiment se passer, pour explorer tout un ensemble de situations, explorer tout un ensemble de solutions et voir comment vous pouvez vous arranger, quels sont les coûts et les bénéfices. Et ça, c'est extrêmement différent parce que lorsqu'on veut vous manipuler, comme c'est en ce moment le cas énormément, hélas, eh bien, on vous amène dans une peur émotionnelle qui vous enferme dans un espèce de labyrinthe, et quand on vous a vraiment remué dans tous les sens, en vous montrant, par exemple, en ce moment, qu'on va vous priver globalement de toute votre vie, on vous laisse un seul petit tunnel unique en vous disant là est la seule solution, et on va essayer de profiter que vous êtes dans l'émotion pour vous amener à des actions immédiates, émotionnelles, carrément impulsives, sans vous laisser le temps de réfléchir aux autres solutions, réfléchir aux véritables conséquences. Ça vous rappelle quelque chose? Ça me rappelle en tout cas à moi un discours du 12 juillet, sur lequel on reviendra aussi à l'occasion. Voilà. Donc, maintenir quelqu'un lorsqu'on veut le manipuler dans une machine à laver émotionnelle, où on accumule des dangers, des pertes de liberté ou des actions contre lui, contre sa famille, contre ses proches, qui vont lui faire mal, qui vont le tuer, etc., en anticipation, et qu'après, une fois que la personne est remuée dans tous les sens parce qu'elle n'a plus de repères, qu'on lui laisse une seule porte de sortie, on lui dit oui, mais il existe une porte de sortie, on profite de cette émotion qui va paralyser le raisonnement logique, qui va paralyser la véritable anticipation rationnelle. On lui laisse une seule porte de sortie et on l'amène à être dans l'impulsion pour agir de manière totalement impulsive, finalement sans réfléchir. Alors, il ne s'agit pas du tout pour moi de me positionner, mais je vais y revenir tout à l'heure par rapport à ce que vous avez à faire ou ce que vous n'avez pas à faire. Je vous décris simplement un mécanisme pour vous permettre soit de ne pas en être victime, soit de comprendre lorsque vous en avez été victime, que finalement vous pouvez revenir sur des décisions qui n'ont pas été prises par la raison, mais qui ont été prises quelque part par une espèce de nasse, une espèce de piège émotionnel dans lequel on vous a volontairement englué en vous laissant simplement un trou, une seule sortie qui est volontairement celle pour laquelle on veut vous influencer et la direction dans laquelle on veut vous amener, sans que pour l'instant, d'une quelconque manière, je me positionne sur la nature bonne ou mauvaise de la décision dans laquelle on veut vous amener. Lorsqu'on est en thérapie, par exemple, le client ou en accompagnement, le client souvent, face à certaines situations, nous donne carte blanche et on va des fois le manipuler émotionnellement pour l'amener à une seule solution, de manière à l'aider à obtenir les comportements ou le résultat qu'il veut. Mais là, finalement, c'est parce que le client a d'un commun accord avec le consultant choisi qu'il y ait carte blanche pour le professionnel, de manière à amener son client à l'endroit où ce client veut aller.
Là, on dira que finalement, la manipulation est éthique, puisque la personne vient voir son thérapeute ou son accompagnant, coach, quel que soit le nom qu'il prenne, en lui disant, voilà le résultat que je veux obtenir, voilà le comportement dont je veux me débarrasser, vous avez carte blanche. Et finalement, peut-être que la manipulation émotionnelle peut très bien marcher, mais parce que c'est une question d'éthique, c'est toujours pour amener son client dans la position et au résultat que demande le client. C'est totalement différent de prendre des gens et finalement de les manipuler émotionnellement pour les amener à une direction qui nous arrange ou qu'on considère comme bien, à tort ou à raison. Quel que soit finalement, que ce soit à tort ou à raison, c'est de la manipulation. Et c'est ce que je souligne là. Alors, dans comment on pourrait dire, le troisième chapitre, la troisième méthode, le troisième point important par rapport à la maîtrise de vos peurs, c'est une prise de conscience. Et on va revenir à une prise de conscience dont vous avez l'habitude déjà. C'est la notion d'acceptation et de négation. Acceptation de ce qui est, comme étant ce qui est, amène à proaction, amène à évolution. Négation de ce qui est amène forcément à frustration. Donc il ne s'agit pas, quand on parle d'acceptation, de tout accepter. Il s'agit d'accepter que ce qui est ce qui est. Même si ce qui est différent de ce que vous voudriez que ce soit. Ça, c'est un autre point. Quand on dit acceptation, c'est que vous acceptiez que la situation, les résultats, les événements, les personnes soient différentes de ce que vous voudriez qu'elles soient. Ça ne veut pas dire non plus que vous n'allez pas essayer de travailler à que la situation ou les personnes ou les événements soient en accord avec ce que vous voudriez qu'ils soient. Mais ça veut dire que dans un premier temps, vous devez accepter qu'il y a une différence entre ce que vous voudriez être, ce que vous voudriez qu'il soit et ce qui est. Et cette acceptation, dont on a déjà maintes fois parlé, surtout en reliance, elle vous amène particulièrement à accepter votre propre responsabilité. Si vous n'êtes pas responsable de vos émotions, et ça je vous l'ai déjà dit maintes fois, en particulier lors des lives sur l'intelligence émotionnelle, si vous n'êtes pas responsable de vos émotions, de ce que vous ressentez, de ces bouffées qui montent ou qui descendent, vous êtes entièrement responsable de ce que vous en faites. Et accepter que vous pouvez ressentir une peur, c'est normal, c'est naturel, c'est émotionnel, c'est hors du raisonnement. Mais en revanche, qu'elle vous paralyse, qu'elle vous empêche de vivre, qu'elle vous empêche d'être ce que vous voudriez être ou de faire ce que vous voudriez faire, là, c'est de votre responsabilité. Parce que cette peur émotionnelle, elle est ponctuelle. C'est un instant, c'est une émotion. Or, une émotion ne dure pas des heures. Une émotion, elle est ponctuelle. Elle monte et elle redescend pour laisser place à d'autres émotions. Mais donc, cette émotion de peur que vous pouvez avoir, là, vous devez l'accepter comme telle et à partir de là, eh bien, vous devez la prendre en main parce qu'il est de votre responsabilité de savoir faire ce que vous devez faire de cette peur. Et cette prise de conscience, ça sera vraiment le troisième pivot de votre travail sur vos peurs. Et il est extrêmement important, c'est un pivot primordial dans la vie en général, et je crois que j'en ai parlé maintes et maintes fois, et là encore, il pointe le bout de son museau, parce que, encore une fois, il est primordial, comme je vous disais, dans ce travail finalement d'acceptation et d'évolution. Quatrième pivot, un pivot extrêmement important, c'est de ce qu'on appelle réduire la part d'inconnu. Alors, réduire la part d'inconnu, c'est quoi? C'est que finalement, l'une des plus grosses sources de peur pour l'humain, c'est ce qu'il ne connaît pas. Et si vous regardez, dans la plupart des peurs paralysantes que vous pourriez soit vivre, soit que vous pourriez rencontrer chez vos proches, c'est la plupart du temps lié à une totale méconnaissance du sujet. Croire que tous les canards sont agressifs, croire que tous les chiens vont vous mordre, croire que l'araignée va vous piquer d'un venin mortel, même si là on est plutôt dans la phobie. Là j'ai surtout pris des exemples de phobie, voilà. Mais il y a plein de peurs, si vous regardez bien, elles sont liées à l'inconnu. Donc accepter
Cet inconnu, acceptez que vous ne pouvez pas avoir une maîtrise de tout, là encore on est dans l'acceptation, hein. Acceptez que vous pouvez lâcher prise sur ce que vous ne maîtrisez pas, c'est une grosse étape du travail sur vos peurs. Avoir cette acceptation. On ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout anticiper. Il y a une part de non connu, il y a une part de non maîtrise, et lâcher prise là-dessus va énormément vous aider. Alors on verra comment lâcher prise plus tard, mais je peux déjà sans spoiler vous dire qu'on parlera principalement de méditation. Mais je voudrais développer autre chose. C'est aussi simultanément cet inconnu, il va s'agir de le réduire. Le terme qu'on utilise en psychologie cognitive et en neurocomportementalisme, c'est réduire le champ de l'inconnu. Et ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire simplement troquer des croyances, des préjugés, pour des savoirs et des connaissances. Tout simplement. C'est-à-dire que l'inconnu, lorsqu'il fait peur, c'est parce qu'on a autour de cet inconnu, on y adhère, on y accroche tout un ensemble de croyances. Et les croyances ne sont pas les connaissances. On n'est pas là pour croire, on est là pour connaître. Et donc, travailler sur ces connaissances relatives aux sujets qui vous font peur va être une étape extraordinaire. D'abord parce que ça va vous... Je reprends. Travailler sur... Ça c'est surtout quand je vais faire le montage pour YouTube que j'ai une phrase correcte. Donc, travailler sur la connaissance de ce qu'il faut... Travailler sur la connaissance de ce qui vous fait peur pour éviter d'être dans la croyance va être véritablement une étape primordiale parce que ça va vous permettre de passer de la peur émotionnelle liée par exemple à la peur de cet inconnu, aux parties inconnues, hein, purement émotionnelle, à la rationalisation. Et on sait qu'à partir du moment où on rationalise, et bien là, on va trouver tout un ensemble de voies différentes, on va trouver tout un ensemble de possibilités, on va peser le bénéfice et le risque, on va peser le coût et finalement ce que ça peut nous rapporter, on va peser quels seront les résultats de comportements différents dans l'éventail comportemental. Et là, si on veut prendre un exemple absolu, c'est aujourd'hui absolument ce qui se passe. Alors attention, je dis en préambule, il ne s'agit pas du tout pour moi de me positionner par rapport à la, comment on pourrait dire, à la légitimité réelle et à la nécessité que vous vous fassiez injecter un vaccin expérimental ou que vous le refusiez. Ça, ce sont absolument vos choix et je le rappelle maintes fois, personne n'a le droit de vous dire ce que vous avez à faire. Vous devez faire des choix, non pas par négation aveugle, ni par soumission peureuse et terrorisée, mais parce que vous avez choisi en connaissance de cause et de manière éclairée. Donc si on reprend le mécanisme aujourd'hui, on le retrouve hélas maintenant des deux côtés, alors qu'il était pour l'instant propriété privée du gouvernement. On a vraiment un management par la peur, c'est-à-dire qu'on vous balance sur la tête, comme je vous ai dit tout à l'heure, on vous passe à la machine à laver en vous prévoyant, en vous prévenant que vous allez être privé de plein de choses qui vous sont chères. On prendra par exemple le discours de notre président du lundi 12 juillet, hein, celui où il nous a annoncé tant de bonnes nouvelles celui où il nous a annoncé tant de bonnes nouvelles pour passer après à sa pré-campagne, mais ça c'est un autre détail. Si on regarde le mécanisme, finalement c'est quoi? On vous a agité tout un ensemble de peurs totalement irrationnelles, de conséquences gravissimes qui seraient totalement liberticides et qui réduiraient votre vie personnelle et sociale à peau de chagrin. Bien évidemment, d'une parole qui doit normalement avoir un poids, puisque c'est censé être le chef de l'État, on ne peut pas se dissocier du poids de la parole d'un chef d'État. Normalement, dans de véritables conditions gouvernementales, c'est des paroles de poids. Donc il y a forcément quelque part une autorité, l'autorité de fonction, comme l'autorité d'un médecin, on a l'autorité du chef d'État, l'autorité de la fonction. Voilà. Donc, ces paroles vous ont passé dans une machine à laver absolue,
dans tous les sens et vous ont amené à une réaction émotionnelle. C'est bien normal, on vient de vous dire qu'on va vous priver globalement de tout et que, comme je vous ai dit, votre vie sociale et personnelle va se réduire à peau de chagrin et même votre travail est en péril. Il est tout à fait normal que vous soyez émotionnellement remué. C'est fait pour. Et à partir de là, ensuite, on vous laisse entrevoir simplement une seule solution. Je ne dis pas qu'elle soit bonne ou qu'elle ne soit pas bonne. On vous laisse entrevoir une seule solution pour que impulsivement vous vous jetiez dedans. Ça s'appelle de la manipulation. Alors, est-ce que cette manipulation est pour votre bien ou pas, ou pour votre mal? Est-elle à votre bénéfice ou à votre déficit? C'est à vous de chercher les bénéfices et les coûts. Mais je suis obligé de souligner la manipulation grossière, honteuse, on peut dire carrément, parce que ce n'est pas normal pour moi qu'un gouvernement utilise des manipulations aussi grossières qui consistent à dire aux gens: faites ce qu'on vous dit, taisez-vous, ayez confiance, on vous dit que c'est bon pour vous, donc fermez vos gueules et faites ce qu'on vous dit. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire qu'on considère que les Français, que tous nos compatriotes, puisque c'est le terme qu'il faut employer, de la métropole ou d'outre-mer, hein, pour avoir un ton présidentiel, que tous nos compatriotes sont tellement stupides, tellement abrutis qu'ils n'ont pas la capacité de réfléchir, de chercher par eux-mêmes, d'écouter les avis et de prendre des décisions en conscience? Est-ce que c'est ça que ça veut dire, d'utiliser une manipulation aussi grossière, qui consiste, comme je vous ai dit, à dire fermez vos gueules, faites ce qu'on vous dit, on vous dit que c'est bien pour vous, ne réfléchissez pas, allez-y. C'est pour ça qu'on compare ça à des moutons, ce qui n'est pas gentil pour les moutons. Hein. C'est simplement agir en suivant l'autre, en suivant le chef de file, sans réfléchir. Ce n'est pas comme ça que personnellement je conçois une prise de décision, surtout si elle a de l'impact sur ma vie, celle de mes enfants et celle de mes proches. Je conçois la prise de décision comme quelque chose de rationnel, de réfléchi, en pesant le pour, le contre, les bénéfices, les risques en fonction de mon environnement, de ma situation. Après, effectivement, je vais y rentrer le facteur émotionnel, quelles émotions ça me donne. Je vais rentrer le facteur imaginatif et créatif, c'est-à-dire voir toutes les solutions parallèles, potentielles, les coûts, les bénéfices de plusieurs solutions. Imaginez qu'est-ce que serait ma vie sans aller au cinéma, imaginez ce que sera ma vie sans aller au bistrot, imaginez, d'ailleurs j'y vais pas très souvent, imaginez ce que sera ma vie en prenant le train avec un test PCR ou un test antigénique. Oui, c'est vrai qu'on vit une époque assez bizarre, on parle de PCR, maintenant quand on dit PCR, tout le monde pense au test, alors qu'il y a 2 ans, quand on disait PCR, ça veut dire plan cul régulier en général sur les sites de rencontres. Comme quoi, la situation quand même a bien tristement changé. Mais bon, pour revenir à nos moutons, hein, pour revenir à nos sujets, je conçois le choix comme quelque chose qui va passer au travers des 3 filtres que je vous ai donnés. Effectivement, la raison, l'émotion, l'imagination et la création, et surtout au travers du 4e filtre, l'intuition. C'est-à-dire qu'est-ce que dans mes tripes, qu'est-ce que mon intuition, qu'est-ce que mon instinct me dit par rapport à telle ou telle situation. Et donc, voir des manipulations aussi grossières, je trouve personnellement que ça m'inquiète d'autant plus que si la situation était si légitime, eh bien, il n'y aurait pas besoin d'une telle manipulation, à moins de considérer l'ensemble de nos compatriotes comme des abrutis finis, incapables de prendre de saines et de bonnes décisions s'ils avaient tous les éléments. C'est QFD, mais comme je vous dis, je ne me prononce pas du tout, je souligne simplement des manipulations. Mais attention, d'un autre côté, on voit en ce moment, hélas, une récupération politique du côté opposé, qui va effectivement essayer de récupérer en manipulant de la même manière émotionnellement tous les gens qui ont des doutes, qui va récupérer tous ces gens qui ont des doutes sur les substances expérimentales, qui ont des doutes sur le pass sanitaire, les récupérer émotionnellement en utilisant des mots qui n'ont rien à voir, comme le mot dictature, comme le mot Hitler. Non, c'est des comparaisons absurdes, délirantes. Là aussi, c'est de la caricature. Et ce qui m'inquiète, c'est de voir que ce soit du côté du gouvernement ou du côté de l'opposition à ce gouvernement, chacun manipule de manière totalement émotionnelle pour avoir des comportements totalement impulsifs. C'est assez inquiétant sur l'idée
que se font de notre intelligence de peuple ceux qui sont censés notre élite. J'ai l'impression qu'ils ne la placent pas très haut et qu'ils ne prennent pas tellement en considération nos capacités de réflexion, nos capacités d'intuition, nos capacités d'imagination. Et moi, quelque part, je serais personnellement extrêmement satisfait que nous, le peuple, on leur montre que l'on peut réfléchir, que l'on peut avoir de l'imagination, que l'on a de l'intuition, que l'on a des émotions et que l'on sait prendre nos décisions en fonction de ces 4 facteurs sans avoir besoin d'être menés comme des moutons. Voilà, ça c'est ce que j'avais à dire. Du coup, on a le parfait exemple en ce moment de la manipulation par la peur. Voilà. En aucun cas, la peur ou la négation d'office, la peur soumise ou la négation d'office ne doivent vous amener à prendre des décisions. Prenez toujours le temps pour éviter d'être piégé par ces manipulateurs. L'idée, je vous dis d'un côté, d'un bord ou de l'autre. Hélas, les deux bords utilisent maintenant ces mêmes techniques. Tout simplement des techniques de récupération. Donc, tout simplement, pour éviter ça, il vous suffit de réfléchir un peu. Lorsque le danger n'est pas immédiat, lorsque vous n'êtes pas face à un danger prégnant où il va devoir y avoir une réaction. J'ai pris l'exemple du grizzly tout à l'heure. Eh bien, faites bien attention de passer vos décisions potentielles sur ces 4 filtres. Je le rappelle, mais c'est primordial. La raison, l'émotion, la créativité, l'imagination et l'intuition. Et lorsqu'il y a suffisamment de temps entre le moment où vous commencez à avoir une peur et le moment où ça va se réaliser, ben là par exemple le discours du 12 et le moment où seront plus ou moins mis en application uniquement certaines des décisions qui nous ont été annoncées, puisqu'une partie va être retoquée, c'est tout à fait logique, parce qu'elles étaient inapplicables, irréalisables et complètement disproportionnées, bien évidemment, mais elles ont servi à faire peur, et donc à amener le comportement impulsif. Donc lorsque vous avez suffisamment de temps entre le moment où on vous fait peur et le moment où ça va se passer, prenez vraiment le temps d'imaginer toutes les solutions intermédiaires et vous allez par exemple vous rendre compte que certaines choses qui pourraient vous faire peur d'une manière inconnue ne le sont pas. Ne plus aller dans une grande surface de plus de 20 000 mètres carrés, vous pouvez très bien vous en passer. Il existe plein de producteurs, il existe plein de petits magasins, il existe la correspondance, la vente par correspondance. Il y a plein de solutions. Ne pas aller dans un bistrot, oui, mais vous pouvez aller dans un parc. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent nous remuer émotionnellement, mais qui finalement ne sont que des broutilles. Et si on prend le temps de poser, on peut voir qu'on n'a pas à avoir peur de ça. On peut aménager notre vie en fonction des choix que l'on fait, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais là, on parlera de choix et non plus de peur. Alors, point suivant, extrêmement important, je voulais souligner, si vous voulez avoir l'outil magique pour lutter contre ces peurs irraisonnées, paralysantes, c'est la méditation. Que ce soit la méditation de type focalisé, que ce soit la méditation donc zazen, que ce soit la méditation de type scanning, donc vipassana. Normalement, si vous êtes familière et familier de mes lives, vous devez connaître un peu ces termes. Sinon, une bonne explication vous en est donnée dans les lives reliance, ce qui précède la reliance. Soit les méditations de reliance. Les méditations sont extrêmement importantes parce qu'elles vous apprennent à ne plus être l'observateur de l'objet. Parce qu'on a parlé de l'évolution spirituelle et de l'éveil spirituel, ne serait-ce que dimanche dernier, où finalement c'est moi, je me mettre comme César à parler de moi à la 3e personne. Finalement, cet éveil spirituel, c'est quoi? C'est se dissocier de l'observateur. Au départ, il y a l'objet et l'observateur. Vous observez quelque chose dans votre vie, vous ressentez, vous entendez. Vous êtes quelque part le percipient. Vous percevez ce qu'il y a à percevoir. Donc vous percevez l'objet, vous observez l'objet. Et l'éveil ou la méditation, c'est commencer progressivement une mise en abîme où finalement on observe l'observateur de l'objet dans un premier temps. Donc vous ne vous définissez pas par ce que vous percevez, mais vous vous définissez par ce qui peut être observable de ce que vous percevez, ou du moins de cette entité de vous qui perçoit. En gros, vous observez l'observateur de l'objet. C'est ça la méditation.
C'est le départ. Et ensuite, vous en êtes à observer l'observateur qui observe l'observateur de l'objet. Et chaque fois, vous prenez un peu de recul jusqu'à en arriver à votre essentialité. La méditation, ça vous apprend quoi donc? Ça vous apprend à vous distancier. Vous distancier de quoi? Non pas des choses, mais de l'impact que ces choses ont sur vous. Donc vous me voyez venir. Il est évident que lorsqu'une émotion de peur vous submerge, vous paralyse, votre capacité de travailler à vous dissocier de cette sensation et de cette émotion pour finalement, comme en méditation, l'explorer, la comprendre, non pas la voir comme une ennemie, mais comme finalement simplement une ressource qui peut être facilitante ou handicapante selon la manière dont vous la percevez, eh bien ça va changer du tout au tout. Et pour ce faire, il n'y a pas de secret. Certes, la relaxation, qui est un état entre fin alpha et début θ, donc avec des fréquences cérébrales qui tournent aux alentours de 7, 8, 9. La relaxation peut vous aider, mais ce qui vous aidera surtout, c'est d'abord la dissociation. Et cette dissociation, vous allez la prendre en pratiquant la méditation, qui sont des états cérébraux, enfin la méditation qui est un état cérébral autour de 13,5, 14, 15. Vous voyez, c'est très loin de la relaxation, j'en ai déjà suffisamment parlé. Donc, en apprenant à vous dissocier de l'impact qu'a l'émotion sur vous, eh bien, vous allez tout simplement basculer du cerveau limbique, émotionnel, réactionnel, impulsif, à un cerveau beaucoup plus rationnel, limbique, préfrontal, qui va vous permettre d'anticiper, qui va vous permettre d'élargir votre spectre perceptif en utilisant les modes rationnels, les modes imaginatifs et puis les modes intuitifs aussi, et qui ne va pas être aveuglé par le mode émotionnel. Et ne serait-ce que ça, eh bien, ça va vous sauver de 98 à 99% des situations. Et il faut se rappeler qu'il y a certains états cérébraux qui sont normaux et dans lesquels l'être humain, pardon, je reprends, il y a tout un ensemble d'états cérébraux qui sont normaux et par lesquels l'être humain passe naturellement. Un θ, par exemple, le sommeil, delta, l'éveil en alpha ou en bêta. Et après, il y a d'autres états que l'on va apprendre à notre cerveau. Et l'état méditatif, qui est un état qui devrait être naturel, mais dont on a perdu le naturel, est un état pour lequel il faut rééduquer notre cerveau. Mais la bonne nouvelle, c'est que plus vous méditez souvent, plus votre cerveau réapprend à accéder à cet état d'hyperconscience, cet état optimal finalement, parce que les deux hémisphères sont parfaitement synchronisés. On parlera d'hémisynchronisation. Et finalement, c'est un mode de fonctionnement optimal de votre pensée, de votre physique, cet état méditatif. Et donc, apprendre avec cet état méditatif la distanciation de finalement l'impact que les choses ont sur vous, le recul aussi, cette manière de voir les choses après avec raison et imagination, eh bien, comme je vous dis, ça va vraiment, vraiment vous sauver la peau plus d'une fois et ça va vous permettre extrêmement efficacement de contrer une émotion de peur immédiate face à un danger imminent et ça va vous permettre encore mieux d'appliquer tous ces modes de pensée, ces modes de perception sur des peurs anticipées. Comme je vous ai dit, par rapport à quelque chose qui peut arriver ou qui peut être la conséquence de. Donc, rappelez-vous, la méditation, ça sert vraiment à tout. Et c'est pas pour rien que les moines zen disent à celui qui médite, tout sera offert, tout sera donné. Extrêmement important. Alors, un autre petit truc, eh bien, donc, ça va être un live sur les chapeaux de roue. Si je ne me perds pas dans des explications un peu plus tard, on aura un live extrêmement bref, ce qui sera peut-être bien, des fois, pour essayer, si ce format vous convient bien. Donc, une autre technique extrêmement importante par rapport à ça va être de revenir au présent. Pourquoi revenir au présent? Tout simplement parce que la peur émotionnelle, surtout, est très souvent une peur d'anticipation. Soit une anticipation d'un futur immédiat, et là on est effectivement dans une peur par rapport à un danger immédiat, imminent, mais bien plus souvent, c'est une construction mentale par rapport à une anticipation orientée de manière pessimiste, au coup l'on fait exprès de nous orienter pour nous manipuler de manière pessimiste.
Du coup, à partir du moment où vous revenez à l'état présent, vous revenez à ici et maintenant, vous allez pouvoir avoir une bien plus grande maîtrise de ce type de peur parce que vous allez vous rendre compte que finalement, tout ça c'est loin, qu'on ne connaît pas l'avenir, qu'il y a trop de paramètres qu'on ne maîtrise pas et qu'en passant ça au filtre de la création, la créativité, l'imagination et la raison, eh bien il y a plein de voies parallèles, plein de voies divergentes ou convergentes qui vont vous amener à contourner ce danger qui émotionnellement, bien qu'anticipé, vous semblait incontournable. Donc, effectivement, en revenant au présent, et vous dites, OK, alors là, ce qu'on m'annonce, mais c'est pendant un mois. D'ici à un mois, j'ai largement le temps de voir venir, je vais y réfléchir, je vais peser le bénéfice et les coûts, je vais voir mes décisions, je reste ou je démissionne, j'accepte d'être privé de liberté parce que je pense que, ou je n'accepte pas d'être privé de liberté parce que je pense que, je démissionne, je ne démissionne pas, je considère que ce qu'on me demande aujourd'hui me va, je le garde, je considère que ce que l'on me demande aujourd'hui ne me va pas, donc je démissionne, je considère que ce qu'on me demande aujourd'hui n'est que le début de quelque chose de pire, donc je démissionne, mais là aussi c'est une anticipation. Donc restez au présent, revenez au présent quand le danger n'est pas imminent, immédiat dans la seconde, et ça vous permettra de penser beaucoup plus sainement, moins impulsivement, et ça vous permettra d'être dans le choix, quel que soit ce choix, et non pas dans l'impulsion, parce que les impulsions sont très souvent de très mauvaises conseillères, aussi bien que la peur et la colère. Et je vous dis, aujourd'hui, on le voit énormément, puisqu'on manipule d'un côté et de l'autre les gens, soit par une peur irraisonnée, soit par une colère, là aussi, irraisonnée. Et tout ça est très, très, très malsain, je trouve. C'est vraiment prendre le peuple, moi, vous, moi, pour être plus poli, pour des abrutis incapables de faire des choix et qui réagissent uniquement de manière impulsive, comme finalement des gens absolument des zombies conditionnés. Et ça, moi, j'aime pas l'idée. J'aime pas l'idée, ça me froisse profondément de voir des gens qui sont censés être notre élite considérer le peuple comme ça. Il ne faut pas oublier que ce sont nos employés, tous ces gens. C'est nous qui les élisons. Comme on élit aussi les gens qui nous nourrissent, hein, si on arrête de leur donner de l'argent, ben, ils changeront leurs produits. C'est nous qui élisons nos représentants et des représentants qui ont cette image de nous. Je ne suis pas sûr que ça vaille le coup de les garder. Ça, c'est une question que vous êtes, pour vous, la seule personne à pouvoir résoudre. J'ai un avis là-dessus, vous avez le vôtre, mais c'est quand même à réfléchir. Quelle image ces gens ont de nous, d'un côté ou de l'autre, hein, je vous dis, parce que d'un côté, on nous manipule, on nous paralyse par la peur, et de l'autre, on nous manipule par la colère. Les deux sont mauvais. Restons dans le choix, restons dans la voie juste du milieu, restons dans la connaissance, restons dans la raison, l'intuition, l'émotion et l'imagination. Et là, je crois que les choses vont se résoudre bien plus vite et bien mieux. Ça, c'est une intuition. Alors, j'ai noté quand même un bémol sur cette notion de présent. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure des différents types de peurs, et si effectivement cette manière de ramener les choses à l'instant présent, ici et maintenant, ce fameux ici et maintenant, non pas au passé qui n'est plus, au futur qui n'existe pas finalement, mais au présent qui est là, eh bien ça s'applique à la plupart des peurs, sauf aux phobies. Parce qu'effectivement, les phobies, qui sont ces terreurs, justement, ces terreurs irraisonnées, on ne peut pas ramener au présent puisque justement le présent est ressenti comme un danger imminent, un danger insurmontable, que ce soit l'araignée, le canard, le décollage de l'avion, l'araignée, j'ai déjà dit, pardon, quoi que ce soit, la souris, hein, le chien, le patron, oui, parce qu'il y a des gens qui déclenchent des terreurs, de véritables terreurs. On pourrait y revenir dessus dans quelques minutes. Il y a des gens aussi qui peuvent terroriser, qui déclenchent une réaction reptilienne de soumission, de terreur. Donc, dans le cas d'une phobie, d'une terreur, à l'inverse des cas précédents, on ne va pas essayer de rester au présent. On ne va pas revenir au présent, puisque c'est ce présent qui déclenche cette phobie et cette terreur. On va au contraire mentalement se projeter
quelques minutes après, quand on aura surmonté cette terreur et qu'on se sentira bien, éloigné de la source de notre terreur, qu'on sera relax et que ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Donc, effectivement, une des rares peurs, mais ce n'est pas une peur, c'est une terreur, ce qui est totalement différent, puisque la terreur est reptilienne et la peur est émotionnelle. Dans le cas d'une terreur reptilienne, on va devoir faire tout un travail néocortical, donc basculer sur le cerveau supérieur, le néocortex tout en haut, pour anticiper, utiliser notre frontal et notre préfrontal pour mentalement imaginer comment on va être bien et combien on va être bien après avoir surmonté ça dans quelques minutes. Voilà, quand la souris se sera éloignée ou quand on aura sauté au-dessus ou quand on sera parti. Et ça, c'est très typique des terreurs qui sont un danger immédiat. Même si c'est un danger imaginé, c'est un danger perçu qui n'a rien à voir avec la réalité. L'important, ce n'est pas le principe de réalité, c'est ce qui est perçu dans ce cas-là. Quel que soit, et c'est pour ça que c'est irraisonné. C'est parce que ce qui va compter finalement dans une terreur, une phobie, c'est la manière dont la menace est perçue, et non pas dont la menace est réelle ou pas réelle. Voilà. Alors, pour travailler sur vos peurs, une nouvelle technique, une de plus, on va en avoir cumulé pas mal hein, aujourd'hui, ça va être l'évocation mentale. Alors l'évocation mentale, c'est quoi? Vous vous rappelez, hein, c'est la capacité de créer des films multisensoriels dont vous maîtrisez le déroulement, les yeux fermés, vous faites ce que les Vulgus et les Moldus appellent une visualisation, mais ce n'est pas que visuel, c'est aussi sensoriel, c'est vous entendez, vous voyez, vous ressentez. Donc vous faire un film multisensoriel le soir quand vous allez vous coucher, un peu avant votre état, un film multisensoriel où vous vous comportez sans cette peur. Quelle que soit cette peur, vous imaginez plusieurs fois un scénario que vous créez dans lequel vous réagissez sans cette peur et même sans cette terreur ou cette phobie. Ça marche aussi sur les phobies. Sauf que pour les phobies, on évite de le faire avant de dormir parce que ça peut un petit peu agiter la nuit. Mais s'il s'agit simplement de peurs paralysantes de type émotionnel, vous pouvez vous faire tout un film que vous répétez plusieurs fois. Alors, vous pouvez soit anticiper des situations, soit préparer, anticiper des situations. Donc, quand je dis vous pouvez anticiper des situations, c'est des situations totalement imaginaires. Vous pouvez aussi anticiper des situations que vous allez probablement vivre le lendemain, pour un recrutement, pour une prise de parole en public, pour un entretien, pour quelque chose, quoi que ce soit. Et vous pouvez aussi revisiter des événements passés où vous avez justement manifesté cette peur paralysante et vous aimeriez engrammer dans votre mémoire non pas le souvenir de cette peur paralysante, mais plutôt celle d'un scénario facilitant dans lequel vous vous êtes parfaitement débrouillé. Et effectivement, si vous revivez mentalement ce souvenir paralysant 10, 20, 30 fois plusieurs soirs de suite, sur plusieurs semaines, vous allez vous rendre compte que finalement, ce scénario paralysant, qui était ce qui s'est passé réellement, eh ben, va globalement disparaître, ou du moins son impact va totalement disparaître pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus satisfaisant et beaucoup plus ressourçant. Donc cette évocation mentale, vous pouvez la faire effectivement avant le sommeil en thêta, sur des événements passés, des événements anticipés virtuels ou des événements anticipables que vous allez vivre dans quelques jours. Et bien évidemment, si on est sur le sujet de l'évocation mentale, c'est pas pour rien que je vous le fais faire juste avant le sommeil. Parce que si vous le faites avant le sommeil, vous avez des chances de la conserver pendant votre thêta. Et si vous conservez ça pendant votre phase θ, cette phase de perméabilité entre l'éveil et le sommeil, vous allez démultiplier par 1000 la puissance de cette évocation mentale. Et votre outil va être 1000 fois plus efficace parce que justement, il ne va pas être limité par vos parties conscientes, vos croyances, vos préjugés. Vous vous rappelez que je vous ai déjà dit que le sommeil était la plus grosse discipline de développement personnel à partir du moment où on en maîtrisait les ressorts, les tenants et les aboutissants. Donc, bien évidemment, si vous arrivez à conserver votre évocation mentale pendant votre θ, vous avez tout gagné. Mais vous pouvez aller encore plus loin et faire encore mieux. Si vous commencez, et j'espère pour vous, parce qu'on a quand même fait 2 lives en début d'année consacrés à ça, si vous maîtrisez vos rêves lucides, alors ce n'est pas par 1000 que vous multipliez, mais c'est par 100 000 que vous multipliez l'impact. Une évocation mentale fabriquée en état de pré-endormissement, donc alors vous êtes encore à l'éveil,
gardé en θ et revécu en évocation, en rêve lucide, pardon, revécu en rêve lucide pendant votre sommeil, mais c'est de l'arme nucléaire, c'est de l'arme atomique. Ça marche avec une efficacité extraordinaire. Vous verrez qu'en quelques jours, sur 1 ou 2 semaines, vous allez totalement bypasser cette peur. Donc rappelez-vous, l'évocation mentale, c'est un des plus puissants outils du mentaliste et du mentalisme. Il n'y a pas besoin de vouloir devenir mentaliste pour utiliser le mentalisme pour améliorer votre vie et celle des autres en la prenant en main, pour vous libérer justement de tout un ensemble de contraintes qui finalement n'ont pas lieu d'être. Donc rappelez-vous que l'évocation mentale, elle peut être volontaire, elle peut être semi-volontaire en état de perméabilité pendant θ et elle peut être totalement guidée en rêve lucide, où là vous multipliez par 100 000 l'impact de votre travail. C'est un des moyens qui, je dirais, à lui tout seul peut vous permettre de bypasser beaucoup de peurs et de les transformer en ressources aidantes, facilitantes et non plus en handicap paralysant. Alors, si on regarde un petit peu pas mal de littérature là-dessus, il y a beaucoup de personnes qui sembleraient dire que pour retravailler sur ces peurs, on peut essayer de revenir au moment du trauma, c'est-à-dire revenir à avant, lorsque vous n'aviez pas cette peur. Alors oui, c'est possible, mais je trouve personnellement que le faire seul, non accompagné par un praticien véritablement complet, euh, relève de l'exploit et simultanément est dangereux. Parce que si votre corps et vos parties inconscientes expriment ce trauma par cette phobie ou cette peur, hein, c'est pas pour rien. Et donc, aller creuser tout seul ou toute seule, je vous le déconseille. Je vous suggère de faire appel plutôt à un mentaliste qui pratique aussi l'hypnose. Un hypnothérapeute seul n'est pas du tout suffisant dans ce cas-là. Il lui faudra beaucoup plus de cordes à son arc. Alors un hypnothérapeute qui voit son travail d'hypnothérapie uniquement comme un de ses outils, une de ses couleurs dans sa palette, oui. Celui qui ne fait que de l'hypnothérapie sera totalement démuni et au pire, au mieux, ça ne marchera pas. Au pire, vous laissera dans un état pire que vous étiez avant. Donc, on ne travaille pas sur les traumas, sur ce qui a déclenché des réactions si fortes chez vous, comme ça, sans rien. Faites appel à quelqu'un de compétent dans le domaine. Le faire tout seul est, à mon sens, dangereux. Au mieux, ça ne marchera pas. Au pire, ça peut vous amener à plus de problèmes que ce que vous aviez avant. Donc, ça serait quand même dommage. Et enfin, et oui, enfin, pour terminer déjà ce live qui va avoir été relativement court, voilà, pour terminer ce live qui a fait quasiment 1 heure et quelques, c'est quand même un record dans les lives, ou alors nous vivons un temps ralenti peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, le dernier pivot est un pivot assez pratiqué involontairement, mais finalement, beaucoup de gens le font sans savoir. C'est ce qu'on appelle le journaling, pas le journalisme, hein, le journaling. Et c'est quoi le journaling? Eh bien, c'est tenir son propre journal, un journal que vous gardez caché, que vous enfermez parce qu'il ne regarde que vous. Il faut qu'il soit privé et non accessible aux vulgus autour de vous, à votre famille ou à vos enfants, ou votre mari, votre femme, vos amis, parce que c'est la seule manière pour vous d'y écrire ce que vraiment vous ressentez. Et si dans ce journal, vous prenez la peine de faire du journaling finalement de vos peurs, des situations où vous avez eu peur, de ce que vous avez ressenti, pourquoi vous l'avez ressenti. Si vous explorez finalement par écrit, c'est important de le faire par écrit parce que ça oblige votre esprit à le formuler, l'encadrer, ça l'oblige à le structurer finalement. Ça oblige à structurer ce qui n'est que des ressentis, des émotions, des terreurs, des confusions, voilà, des angoisses, des craintes. Ça oblige votre esprit conscient à structurer, formuler, trouver les mots justes et ça pose. Et ça va vous permettre, d'une manière beaucoup plus claire, de continuer à identifier et à cerner vos peurs. Ça va aussi finalement vous amener à une meilleure rationalisation,
une meilleure compréhension. Et à partir de là, vous aurez beaucoup plus de facilité à programmer en évocation mentale, par exemple, tout un ensemble de comportements finalement qui peuvent remplacer les comportements où vous avez été paralysé, tout un ensemble de comportements autres qui correspondront plus à l'image que vous voudriez donner de vous, ce que vous voudriez être. Et en quelque sorte, vous libérer de ces peurs. Alors, effectivement, on a vu à peu près une petite dizaine, douzaine de méthodes, puisqu'il y en a que j'ai couplées ensemble. Donc, ce live est un live très complet, un live très concis, qui contient beaucoup, beaucoup d'informations. Je ne saurais que vous suggérer de le revoir pour noter vraiment plein de détails. Exceptionnellement, je suis allé assez vite aujourd'hui, donc je m'en félicite personnellement. Voilà, je suis assez content de moi. Ouais, très bien. Et de vous, d'être là et d'avoir suivi si longtemps. Alors, que vous dire de plus? Que je serais assez ravi, assez heureux d'avoir vos commentaires sur quelles sont vos peurs réellement et comment vous les avez bypassées, comment vous les avez prises en main, comment vous vous en êtes libéré, parce que cette notion de liberté aujourd'hui, elle est primordiale. Et ben, j'attends avec beaucoup d'impatience vos commentaires cette semaine, la semaine prochaine. Enfin voilà, j'aimerais que vous me disiez aussi un petit peu plus quels sont les sujets que vous aimeriez, que vous apprécieriez que j'aborde pour vous. Du coup, avant de vous dire au revoir et excellente nuit, je vous rappelle deux choses très importantes. Vos comportements, vos actions, quelles qu'elles soient, doivent être le fruit de choix qui sont passés au filtre de la raison, de l'émotion, de la créativité et de l'imagination, de ce que seront justement différents comportements, différentes solutions, et bien évidemment de votre intuition, de ce que vous sentez dans vos tripes. Personne n'est en droit de vous dire ce que vous devez faire. Personne n'est en droit de vous obliger. Personne n'est en droit de vous contraindre par la peur. Personne n'est en droit de vous manipuler par la colère. Pour échapper à ça, soyez dans des choix conscients, volontaires, pesés entre les coûts, les bénéfices, en étudiant un petit peu tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit, en écoutant des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, des gens qui ne sont pas décidés, et faites vos choix de manière éclairée, quels qu'ils soient, pour être sûr de ne pas les regretter. Soyez un être de réflexion, soyez un être de choix, ne soyez pas un vulgus, je dirais, une personne d'impulsion, parce que ce ne sont jamais les bonnes décisions, les décisions impulsives, à moins d'être face à un danger immédiat dans la seconde qui suit. Euh, voilà, je vous dis sans me positionner d'une manière ou d'une autre. Soyez aussi très vigilants en ce moment à mettre de l'eau pour nos petits amis. La nature nous donne tant et nous lui prenons tant que si chacun d'entre nous, chaque petit colibri finalement, apporte son action, apporte sa petite goutte d'eau, ça fera une grande rivière. Donc unis nous sommes forts, désunis nous sommes faibles et manipulés. Pour en revenir à l'eau, mettez de l'eau dans vos jardins, dans des soucoupes basses, genre des pots de... Je vais reprendre ça, parce que le micro, il a... Pop. Mettez, si vous le voulez bien, dans vos jardins des soucoupes basses, genre celles qu'on utilise sous les pots de plantes avec de l'eau remplie, fraîche, tous les jours ou 2 fois par jour. Mettez-en plusieurs, mettez-en sur votre balcon. Pour votre balcon, ce sera pour les oiseaux. Vous les verrez prendre des bains, c'est génial. Les petits insectes aussi, mettez une ou deux grosses pierres au milieu, de manière de l'assiette avec de l'eau, de manière à ce qu'ils puissent se poser, boire, les papillons, les libellules, les petites abeilles. Mettez de l'eau sucrée pour les papillons et les abeilles, sucrée au miel. Ils adorent ça et ça leur redonne des forces. N'oubliez pas qu'ils pollinisent nos plantes. C'est grâce à eux, finalement, que l'on peut vivre, avoir des fruits, des légumes, des fleurs, de l'herbe et que l'on peut survivre pour avoir de l'oxygène. C'est eux qui sont la clé de tout ça. Voilà. Je sais, je le dis chaque fois, mais pour moi c'est extrêmement important. J'ai un seul message à faire passer, c'est ça, et je crois que c'est le primordial. Je suis ravi de vous avoir retrouvé ce soir. Je vais réfléchir au sujet du prochain live qui sera dans une quinzaine de jours. Oui, je serai probablement en vacances, mais je ferai un live parce que c'est un vrai plaisir de communiquer avec vous. Et faites vos choix, faites les choix qui sont bons pour vous.
et uniquement pour vous, votre environnement, vos proches, mais soyez dans le choix et pas dans la contrainte. Je vous remercie, à très bientôt et bien passez une excellente soirée et travaillez sur vos peurs, on en reparle bientôt. À très vite.